bienvenue au webinaire Restauration collective, maintenir le cap Egalim malgré l'inflation. Merci à tous de votre participation. Les deux animatrices pour votre webinaire, donc Emmanuelle Follin, que vous voyez sur sa caméra. Peut-être Emmanuelle, tu peux nous faire un coucou. Voilà. Emmanuelle, elle est chargée de restauration collective pour le GAP du Morbihan et moi-même, je suis Lise Spencer. Je suis coordinatrice du pôle territoire et promotion de la bio pour le GAP du Morbihan également. On organise ce webinaire pour le réseau GAP FRAB MAB, donc le réseau du groupement d'agriculteurs bio. Ce webinaire est une suite à deux autres webinaires qui ont précédemment été organisés sur les thématiques de la souveraineté alimentaire et sur la thématique de quel projet alimentaire pour mon foncier agricole. Il y a des replays qui sont disponibles qu'on pourra vous envoyer si vous êtes intéressé. Plus précisément, pour parler de notre réseau et le présenter brièvement, le réseau GAP-FRAB est membre d'une fédération nationale de l'agriculture biologique. Cette fédération regroupe 10 000 adhérents en France, qui sont des agriculteurs et agricultrices bio. En Bretagne, ça se traduit par un peu plus de 70 salariés et 7 structures qui vous sont présentées sur la diapo. Donc, des réseaux, une fédération régionale, des réseaux GAB et des réseaux MAB pour certains départements. Nos missions sont d'accompagner les agriculteurs et les agricultrices bio sur les plans techniques, économiques et environnementaux, de développer des filières bio territoriales, d'installer, de former, de mettre en réseau les futurs agriculteurs bio, et de favoriser la diffusion des pratiques les plus vertueuses vers l'agriculture conventionnelle. Et enfin, de promouvoir une alimentation bio locale auprès des citoyens et des territoires. On organise ce webinaire en partenariat avec l'Agence Bio, que je ne présente pas parce qu'un intervenant de l'Agence Bio le fera pour moi tout à l'heure, en première partie de ce webinaire. Et le réseau Agores, qui est un réseau professionnel de la restauration publique territoriale. Donc, les objectifs pour l'organisation du webinaire d'aujourd'hui, on est l'après-midi ensemble, on est ensemble de 14h à 16h, on tiendra le timing. On souhaite vous montrer une vision croisée sur le contexte national, régional de la restauration collective, en présentant notamment des chiffres, les derniers chiffres 2022. On veut vous montrer les stratégies développées par les communes pour maintenir le cap Egalim à budget maîtrisé. Et pour ça, on va vous faire découvrir des outils, des accompagnements. Sur le programme, si on passe à la diapo suivante, je vous présente les intervenants, je vous les nomme et je vous montre les 3 parties. Ce webinaire, il sera fait en 3 parties. La première, le contexte inflationniste, quels sont les chiffres? Donc, c'est Julien Pic de l'Agence Bio qui nous éclaire. Ensuite, la deuxième partie, c'est pourquoi maintenir le cap Egalim. Donc là, on aura Alexandra Marie Moncorgé pour la DRAF Bretagne, Emmanuelle Follin qui s'est présentée tout à l'heure pour le réseau GAP FRAB MAB et Bernard Touchet qui est producteur bio, membre de Manger Bio 35. Et enfin, on ira sur le comment maintenir le cap Egalim avec des témoignages d'actions concrètes de collectivités via des cuisines communales à Tréfléan. Monsieur Claude Lejallet et René Lefloc seront présents. Émilie Cuchel pour la ville de Tréfléan, Émilie Cuchel pour la ville de Brest et enfin messieurs Laporte et Rouault pour la ville de Plérin. Voilà, j'en ai assez dit. Julien, je te passe la parole pour nous décrypter le marché. Donc, sur la première partie de ce webinaire, je rappelle juste que pendant que Julien nous présente sa partie, vous pouvez poser vos questions dans l'espace de discussion et on aura un temps d'échange de 5 minutes où on sélectionnera 1 à 2 des questions qui auront été posées. On fait ça à la fin de chaque partie.
Merci. Merci Lise, merci Emmanuel également pour l'organisation de ce webinaire. Juste une petite précision, je vais vous préciser le contexte inflationniste, mais également je vais vous donner quelques données aussi sur les achats. Voilà, donc juste petit rappel sur l'agence bio, qui sommes-nous? Alors, on est un groupement d'intérêt public, c'est-à-dire qu'on représente deux grandes familles, la famille institutionnelle, pouvoir public, avec le ministère de l'Agriculture et puis le ministère de la Transition écologique. Et on représente aussi la famille professionnelle avec la FNAB, le SINABio pour la transformation, la coopération agricole et puis le réseau des chambres d'agriculture. On existe depuis 20 ans et aujourd'hui, on a une petite équipe de 20 voilà, 20 personnes qui essayent de se mobiliser pour le développement de la bio. Diapo suivante, nos missions principales, donc ce sont trois, elles sont au nombre de trois, c'est expliquer et promouvoir le bio. C'est donc expliquer et promouvoir le bio, c'est beaucoup d'actions de communication, c'est soutenir et structurer les filières bio au travers de notre fonds de structuration, le fonds Avenir Bio, et c'est également produire de la donnée, donc avec l'observatoire économique. Excusez-moi, j'ai plus le diaporama j'ai cliqué sur un truc et je l'ai fait disparaître. Je reviens dessus. Tac. Voilà, les sources qui vont vous être présentées. Alors, les données, ce sont des données INSEE, de l'indice des prix à la consommation, ménage, puisque en fait, je vous explique après, depuis 2017, en fait, l'indice des prix de gros a été supprimé, donc on n'a pas forcément la visibilité au niveau de l'INSEE. On va travailler justement avec, cette année pour essayer d'avoir des données qui vont nous permettre d'avoir quand même une estimation de l'inflation sur le marché de gros. Voilà, la deuxième source, c'est donc Indie Agence Bio, c'est tout ce qu'on utilise en indice des prix en reprenant des données de la GMS. Et puis après, on récupère des données aussi au niveau de Girafood Service sur des données globales, sur les valeurs d'achat dans la restauration collective globale. On n'a pas forcément le détail du bio et on recoupe avec les données Indie pour avoir les données du bio. Voilà pour les sources. Je vous présente un premier graphique. Donc, ce graphique, il est intéressant parce qu'on observe, en fait, là, vous avez 4 courbes. Vous avez une courbe totale en bleu qui présente donc l'inflation, le niveau d'inflation, tout produit compris. Vous avez une courbe la plus haute qui concerne l'électricité, gaz et combustible. Et vous avez une courbe alimentaire et une courbe alimentaire bio. Donc, c'est un indice de prix, comme je vous l'ai dit, un ménage français. Base 100 2015. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une trajectoire avec, à partir de 2015, si on compare la courbe bio et alimentaire, on observe en fait une croissance un petit peu plus importante des prix bio. Toujours, je vous rappelle, inflation ménage. Et on voit qu'à partir de 2020-2021, on commence à avoir une inversion avec un rapprochement de l'évolution du prix alimentaire bio avec le niveau d'inflation général, alors qu'on voit que le prix global alimentaire, dont bio, augmente beaucoup plus rapidement. Pour nous, on est dans une situation, ce qu'on pourrait caractériser, alors en anglicisme, gridflation ou profitflation, c'est-à-dire que derrière, on voit qu'on a des marges peut-être plus importantes, c'est ce qui ressort, sur des marques distributeurs, sur des produits importants. Donc là, je vous présente l'inflation. Ça a un impact, je pense, sur les marchés de gros. On aura certainement des tendances un peu similaires. Voilà, je vous propose le graphique suivant. Alors, le graphique suivant, c'est tout ce qu'on va travailler par la suite. Donc là, vous êtes également sur un indice des prix ménage français par produit. Ça n'est pas des. Donc là, on est vraiment sur l'alimentaire tout compris. On n'a pas les données bio, mais on les aura puisque c'est un des chantiers qu'on va ouvrir rapidement, ce qui va nous permettre de faire une comparaison. Donc, on voit évidemment que le secteur des huiles et des graisses a fortement augmenté avec la crise ukrainienne. On voit que les fruits augmentent également de manière importante, le prix des fruits depuis 2015, les légumes également. On voit que les produits viande suivent en fait l'évolution de l'inflation des produits alimentaires. La courbe est presque confondue. Et on voit par contre qu'on a une inflation plus faible sur le lait, fromage et œufs et l'épicerie salée. Pour des raisons de présentation, je ne vous ai pas indiqué les autres secteurs comme les boissons. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est faire de la France le leader du bio et du bon.
Aujourd'hui, effectivement, en 2022, on constate un recul inédit de la consommation alimentaire des ménages français de 5,1% hors inflation. Voilà, et on observe aussi que les produits alimentaires biologiques sont touchés par l'inflation, mais ils le sont dans une moindre mesure. On voit que l'inflation a augmenté de 4%, alors que dans le même temps, dans la grande distribution, alors pardonnez-moi, à poids fixe, cette inflation est nettement plus marquée en grande distribution, plus 6,7%, qu'en magasin spécialisé, plus 2,8%. Voilà. On voit que l'inflation générale, alors là, elle n'est pas présentée, mais ah si, voilà, je le vois, 5,1. Donc on voit que le niveau d'inflation sur les produits bio est légèrement inférieur voilà. Donc ce qu'on voyait également sur un indice de prix précédemment. Diapo suivante. Si l'on regarde en fait la part des achats dans la restauration collective aujourd'hui en valeur d'achat, on est à un niveau de 8%. On y intègre ici la restauration commerciale. Si on regarde dans le détail, on est plutôt sur du 6,5% pour la restauration collective et 1,5% pour la restauration commerciale. Si on regarde l'évolution des montants, 2022, on est vraiment sur un phénomène de rattrapage sur les années précédentes, puisqu'on atteint aujourd'hui 715 millions en valeur d'achat, donc valeur d'achat hors taxe, hein, dont 445 pour la restauration collective et 270 pour la restauration commerciale, soit donc un global. Enfin, on voit que le marché au stade gros hors taxe pour la consommation à domicile, on est sur du 8 milliards, quoi. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Là, vous avez une indication de l'évolution depuis 2018. Donc, on voit vraiment que les achats en 2022, les 446, on dépasse le niveau de 2019, qui est notre critère de comparaison, où on était à 389. Bien entendu, derrière, on a quand même l'effet de l'inflation qui est à prendre en considération. Là, c'est pareil, ce qui va être très important pour nous, c'est de pouvoir communiquer et de travailler sur des volumes. Donc ça, c'est pareil, c'est un chantier qu'on va essayer d'ouvrir pendant l'année. Donc on voit qu'on dépasse le niveau de 2019. On voit que ce rattrapage, il ne compense pas l'augmentation des achats globaux, puisqu'on voit qu'on a quand même des achats globaux qui sont passés à 6,8 milliards. Là, je vous parle de la restauration collective, hein, hors restauration commerciale. Ces données, effectivement, c'est important de le signaler, elles sous-estiment un peu la part de bio en RHD, car là, on est sur des données marché de gros qu'on arrive à collecter. Par contre, tous les autres circuits, courts, plateformes de première mise en marché, on n'a pas forcément ces éléments-là, mais on sait globalement que les données qu'on vous présente, elles représentent environ 85-90% des achats. Le débouché total, si on respectait la loi Egalim qui est fixée à 20%, il est estimé pour la restauration à 1,4 milliard d'euros. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en restauration collective, on est à 446 millions. Donc, on a des marges de progression. Diapo suivante. Là, je vous présente en fait une répartition des achats pour 2022 en restauration collective. Donc, on observe en fait que les produits laitiers et les produits d'épicerie bio, ils représentent plus de 50% des achats dans la restauration. Diapo suivante, on va passer un peu vite sur cette partie-là. Là, vous avez une évolution des achats en restauration collective entre 2022 et 2019, qui est un peu une année de référence par rapport à la crise Covid de 2020. Donc là, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'on est sur plus 15% en valeur d'achat par rapport à 2019. On a une baisse pour les produits carnés et les fruits et légumes frais. C'est une situation qui est liée à mettre en relation avec la grippe aviaire, avec des phénomènes aussi de substitution dans les achats pour respecter Egalim, où on diminue un petit peu la part de bio, puisque le bio reste quand même un petit peu plus cher que le conventionnel. Et puis on observe aussi une vraie concurrence avec des labels HVE et zéro résidu de pesticides sur le légume frais. J'aurais voulu continuer quand même. On a une hausse très forte. Je veux bien que vous reveniez. Ouais. On a une hausse très forte pour les produits surgelés et l'épicerie. C'est plutôt assez intéressant. Et une forte augmentation pour les produits laitiers. Voilà. Diapo suivante. Le nécessaire renforcement de la stimulation hors domicile est prioritaire pour tous les acteurs de la bio aujourd'hui, dans cette situation très particulière. Donc, je le rappelle, aujourd'hui, le marché des produits bio en restauration, tous circuits confondus, s'élève à 715 millions. Donc, c'est en hausse de 17%. Là, j'intègre la restauration commerciale et la restauration collective. Cette hausse est mieux répartie entre la restauration collective et la restauration commerciale.
et en raison notamment pour la restauration collective du cap qui est fixé par Egalim et qui sert de référence à tout le monde. Et puis la restauration commerciale reste un peu le parent pauvre, 1,4% et 6,5% pour la restauration collective. Voilà. Diapo suivante. Voilà, au niveau de l'agence bio aujourd'hui, nous, on a répondu à un programme européen qui s'appelle du BioChef. On est en phase de sélection des ambassadeurs. Enfin, ça y est, on a presque finalisé. On va construire toute une campagne de communication en mettant en avant la restauration, alors à la fois commerciale, mais également la restauration collective, justement pour travailler vraiment à participer à l'élaboration de modules de formation pour que le bio soit mieux valorisé dans les cycles de formation, puisqu'aujourd'hui, c'est le parent pauvre, même les SICO, c'est les parents pauvres des formations. On est aussi en plein printemps bio, donc c'est nous qui éditons un certain nombre d'outils de communication que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos animations sur vos restaurants. Et également, vous aurez la journée européenne de la bio qui a lieu le 23 septembre, chaque 23 septembre. Et pareil, sur le site de l'agence bio, vous avez la possibilité de télécharger tout un tas de documentation. On a également une campagne de com qui a démarré l'année dernière en lien avec des interprofessions, le Bioréflexe. Je vous ajouterai également la participation de l'agence bio au salon Restoco du 21 juin, puisqu'on va faire des infographies spécifiques en fait sur la situation de la restauration collective aujourd'hui. Et l'année prochaine, je pense qu'on aura un stand beaucoup plus grand puisqu'il est inclus dans notre campagne de communication pour valoriser en fait les initiatives des différents réseaux aujourd'hui qui travaillent à l'accompagnement et à la structuration des filières sur le terrain. Je vous remercie. Merci Julien pour ta présentation. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, une question de Haute-Chapelle du Conseil départemental du Finistère. Avez-vous des analyses sur l'effet levier des pratiques de consommation en restauration collective sur la restauration dans les ménages? Non. Non, c'est des données qui sont… Déjà, la collecte des données sur la restauration collective est vraiment très, très compliquée. Et avoir des études du type sociologique aujourd'hui, enfin d'études socio-économiques sur l'impact que la restauration collective a sur la restauration à domicile, c'est hyper compliqué à collecter comme information. Donc, non, malheureusement, on n'a pas ça. Ça pourra être, peut-être pas prioritaire, mais ça pourrait être l'objet d'études par la suite, mais d'une enquête terrain. Voilà. D'un focus spécifique que porterait l'agence bio. Ok. Alors, j'ai pas d'autres questions. Eh bien, merci Julien pour cette présentation. Donc, on a vu à travers ta présentation les éléments du contexte inflationniste. On va passer dans la deuxième phase du coup que vous a présenté Elise, mais c'est pourquoi aujourd'hui maintenir le cap Egalim. Donc, on va avoir l'intervention d'Alexandra Marie de la DRAF qui va nous présenter nous faire un rappel sur la loi Egalim et nous présenter des outils de territoire. Ensuite, je vous parlerai de la place du coût matière dans un repas et puis de l'approvisionnement en produits bio aujourd'hui. Faire un petit point d'étape. On aura aussi l'intervention de Bernard Touchet, qui est donc arboriculteur en Ille-et-Vilaine. Donc, Alexandra, je te laisse prendre la parole sur la loi Egalim et les outils de territoire. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandra Marie, je travaille à la DRAF Bretagne et je suis chargée de politique publique de l'alimentation. Donc, juste pour vous rappeler en préambule les objectifs qui ont été introduits par la loi Egalim et puis qui ont été un peu plus tard renforcés par la loi Climat et Résilience. Mais la mesure emblématique, c'est bien la mesure sur l'augmentation de la qualité des approvisionnements en restauration collective avec un objectif de s'approvisionner à hauteur d'au moins 50% en produits de qualité et durables avec au moins 20% d'approvisionnement en produits biologiques. Donc, c'est un pourcentage qui se calcule en valeur hors taxe des achats par année civile. Vous dire aussi que cette mesure est particulièrement suivie par le ministère de l'Agriculture et par le gouvernement plus généralement, puisque
C'est un objectif qui fait partie qui est suivi dans le cadre des politiques prioritaires du gouvernement, avec l'intitulé « Permettre l'accès à une alimentation locale et de qualité ». Et le chantier particulier, c'est justement celui-là, c'est garantir 50% de produits bio de qualité et durable dans la restauration collective. Donc, c'est un chantier qui est très suivi avec une vingtaine d'indicateurs pour cet intitulé. Donc, c'est assez énorme. Donc, pour vous dire qu'il y a une priorité qui est mise sur ce volet-là, avec un objectif que 100% des cantines du territoire soient inscrites sur Ma Cantine en 2026. Donc, on veut passer à la diapo suivante pour que je vous explique ce qu'est Ma Cantine. Merci. Ma Cantine, pour rappel, c'est un outil numérique qui a été mis en place par notamment le ministère de l'Agriculture pour permettre aux structures de restauration collective du territoire déjà de les accompagner dans la mise en œuvre de la loi, qui n'est pas forcément... Enfin voilà, il y a beaucoup de pédagogie à faire encore. Leur permettre de s'inscrire et de télédéclarer les données, puisqu'on a une obligation, nous, de remettre au Parlement tous les ans un rapport qui fait état de l'avancée de l'atteinte de ces objectifs. Et puis, permettre aux structures via cet outil, permettre aux structures de restauration collective de communiquer sur ce qui est fait au sein de leur restaurant. Donc là, l'idée, c'était de vous mettre un petit peu, de vous montrer un peu où on en est en fait en Bretagne, et puis de mettre ça en rapport avec le niveau national. Donc, on voit que on est en train d'estimer justement via cette politique prioritaire du gouvernement, on est en train d'essayer d'estimer le nombre de cantines qu'il y a sur le territoire breton. Vous voyez qu'il y a plusieurs secteurs, l'administration, l'enseignement. Donc, on est en train de l'évaluer. On estime à peu près qu'il y a entre 5 et 6 000 structures de restauration collective en Bretagne. Et donc, on est là, on est à peu près à 1000 cantines inscrites. Donc, vous voyez qu'il y a encore un peu de boulot. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc là, les chiffres qui sont à gauche, c'est les chiffres 2021. En fait, il y a une petite coquille, je corrigerai, c'est les chiffres 2021. Donc, le rapport en fait du gouvernement vient de sortir. Les chiffres officiels, c'est qu'on est à peu près à 10, donc le rapport consolidé, on est à 10,6% de bio, d'approvisionnement bio en restauration collective au niveau national. Et on est à un peu plus de 23% de produits Egalim, dont le bio. Donc, 23% de produits Egalim, 10%, un peu plus de 10,6% de bio. Le reste, c'est des SICO, on le voit en dessous, les AOP, IGP, label rouge. Et les 6%, c'est les autres catégories qui sont mobilisables, notamment les produits fermiers, les externalités environnementales, toutes les autres catégories qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la loi. Donc voilà, et donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en Bretagne, en fait, on est plutôt mieux loti par rapport au niveau national. On est plutôt à 18% de bio et on est même à 20% sur les chiffres 2022, donc on est plutôt en augmentation. C'est intéressant de voir, c'est plutôt les chiffres 2023 avec l'inflation. Mais voilà, on est quand même un petit peu mieux disant et on voit qu'il y a 15% des cantines en 2021 qui ont réussi l'objectif Egalim. Donc, on est quand même encore assez loin du compte. Sur le bio, il y a quand même une grosse partie des structures qui sont vraiment qui sont même sous les 10% de bio, et sur Egalim, on est encore les autres produits Egalim, on est encore plus loin. Voilà, on voit bien que le secteur de l'enseignement, c'est celui qui est le plus renseigné sur Ma Cantine, suivi des administrations. Le social et médico-social n'est pas non plus en peine, même si c'est vrai, c'est le secteur qui est le moins, qui est le plus en retard sur l'atteinte des objectifs. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc faisant ce constat et compte tenu de l'inflation, vous donner aussi quelques outils qui ont pu être mobilisés ces dernières années pour accompagner la mise en œuvre de cette loi. Donc, on a eu dans le cadre du plan de relance la mesure petite cantine qui était ouverte aux cantines qui étaient éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale. Donc, c'était une fraction assez limitée qui concernait les communes de moins de 20 000 habitants. En tout cas, c'est une mesure qui a extrêmement bien marché en Bretagne. On a eu beaucoup de relais. Je remercie d'ailleurs les réseaux bio qui ont fait un boulot assez
assez conséquent pour mobiliser les communes à s'inscrire dans le dispositif. Et donc, pour vous donner une idée, en pourcentage de population en Bretagne, on est à 5% du niveau national et on voit que on mobilise 16% des subventions. On est la deuxième région après l'Occitanie à être bénéficiaire de cette mesure. Donc, on voit qu'il y a quand même plus de près de 300 communes en fait qui ont été accompagnées. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Et puis, il y a un autre dispositif qui existe depuis très longtemps, qui a assez mauvaise presse, car jugé extrêmement compliqué et lourd administratif, mais pour autant qu'on a beaucoup simplifié ces dernières années et qui permet justement, on a réussi à intégrer dans la stratégie française de pouvoir financer en fait le surcoût lié à l'achat de produits Egalim en milieu scolaire public, donc de la maternelle au lycée. Donc le principe, c'est que en fait, on va financer sur la base de forfaits. Hein, donc c'est France Agrimaire qui gère ce dispositif, donc qui va définir les forfaits sur la base des prix de marché. Donc sur la base de forfaits, on va, par exemple, si vous achetez un yaourt bio, le dispositif va vous permettre de financer la différence entre le produit bio et son équivalent conventionnel. Donc c'est un dispositif qui aujourd'hui fonctionne assez mal en Bretagne, qui commence à être bien fonctionné dans les autres régions. Donc, on réfléchit en Bretagne justement à solliciter une structure pour aller accompagner sur le terrain les structures les gestionnaires de restauration collective à mobiliser le programme, sachant qu'il y a une enveloppe annuelle de 35 millions d'euros. Donc, voilà. Et on en mobilise une toute petite partie au niveau national. Donc, c'est valable pour les fruits et légumes à l'école et pour le lait et les produits laitiers. On peut passer à la diapo suivante. Le dernier outil qui est un outil pour nous majeur dans la mise en œuvre de cette loi sur la restauration collective, c'est les projets alimentaires territoriaux. Vous voyez qu'en Bretagne, on a une couverture, on a une dynamique qui est assez importante. Il y a 29 PAT aujourd'hui, donc 8 qui sont labellisés en niveau 2 et le reste qui sont labellisés en niveau 1. Donc l'objectif, évidemment, pour nous, c'est que l'intégralité de la carte soit couverte. Voilà, en tout cas, les PAT, donc, qui sont pour la plupart portés par les collectivités, ont des axes sur la restauration collective et notamment l'accompagnement des structures de restauration collective de leur territoire à l'atteinte des objectifs Egalim et à l'inscription sur ma cantine qui sont importants. Ils peuvent, voilà, il y a tout un accompagnement qui est possible via ces porteurs de projets. Donc, si vous êtes sur un territoire, si vous êtes une structure de restauration collective et que vous êtes sur un territoire où il y a un PAT et vous n'êtes pas encore trop au fait de ce qui se passe, n'hésitez pas à aller contacter votre porteur de projet. Il y a cette carte est disponible sur le site internet de la DRAF Bretagne. Je remettrai le lien. Il y a également toutes les coordonnées des porteurs de projet. Voilà. Super, merci beaucoup Alexandra pour cette présentation des outils. Donc on va enchaîner sur les prochaines interventions et il y aura un temps de questions à la fin, donc après les 3 interventions prévues. Et donc, avant d'enchaîner sur la prochaine intervention, une petite question du sondage que vous allez voir apparaître devant vous. Est-ce qu'il y a suffisamment, selon vous, de producteurs bio pour livrer la restauration collective en Bretagne? Voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre. Presque tout le monde a participé. Ouais. On est à 80% de répondants, donc on peut mettre fin au sondage. On voit que c'est assez mitigé dans les réponses. Donc Emmanuel et Bernard, votre intervention tombe à pic. Ça tombe bien. Hop.
Donc, avant de vous répondre à avant d'apporter des éléments de réponse plus concrets à cette question, on trouvait intéressant d'aborder dans ce webinaire qui est tourné autour aussi de l'inflation, de questionner la place du prix des matières premières dans un repas de restauration collective par rapport au coût total que ça peut être. Donc, on a quelques données qui datent un peu, qui ne sont pas très actuelles, mais qui donnent quand même un ordre de grandeur assez intéressant et qui nous montrent que, en fait, la denrée, ça représente en moyenne 25% du prix du repas. Donc là, vous avez deux graphiques qui ont été faits en 2016 et puis le graphique de gauche est un petit peu plus récent. On peut imaginer que ça a probablement évolué avec l'inflation, sachant que les denrées ont subi une inflation, mais aussi les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement. Les ressources humaines, malheureusement, un peu moins. Mais en tout cas, ça nous donne déjà un premier ordre de grandeur. Je voulais aussi vous parler d'un outil qui existe, qui est en ligne et gratuitement disponible par l'ADEME, qui permet de calculer les coûts complets liés à la restauration scolaire. À savoir que l'ADEME est en train de développer une méthode d'estimation de tous les impacts financiers de la restauration scolaire en lien avec le BASIC, qui est un bureau d'études, et Citexia. Et donc, qui sortira prochainement un outil peut-être plus ergonomique ou en tout cas plus simple d'utilisation, mais vous avez toujours ce fichier Excel qui vous permettra d'avoir votre propre pourcentage sur votre restaurant. Et ça permet de se rendre compte aussi, de relativiser en fait le coût que peut représenter la denrée dans un repas. Deuxième diapo sur cette question-là, je trouvais que c'était intéressant aussi de ces deux graphiques, alors un graphique à gauche et puis un graphique à droite qui sont intéressants, qui nous montrent le lien entre pourcentage de bio et coût denrée par repas. Donc pareil, c'est des chiffres de l'année 2021 et 2022. Qui sont des résultats de l'Observatoire 1 Plus Bio, que peut-être certains d'entre vous auront répondu à cette étude. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit là sur le graphique de gauche, on pourrait s'attendre à une relation assez linéaire avec une droite là qui augmenterait de manière proportionnelle entre le pourcentage de bio et le coût denrée par repas. Et puis en fait, on se rend compte que c'est plutôt un nuage de points. Et que donc voilà, il y a des établissements qui arrivent à avoir des pourcentages de bio assez élevés sans trop augmenter leur coût de revient, et inversement des coûts de denrée élevés pour un pourcentage de bio assez faible. Donc finalement la relation elle est pas linéaire. Et puis à droite, c'est intéressant aussi de regarder ce graphique. On voit que les établissements qui ont répondu à l'observatoire, ceux qui comptent moins de 20% de bio dans leur repas ont un coût denrée qui est autour de 2 € en moyenne, alors que les établissements qui sont entre 20 et 40% de produits bio sont plutôt autour de 1,90 €. Donc on voit que là, il y a un effet descendant. Et puis on verra au fur et à mesure des expériences qui seront présentées cet après-midi, les leviers qui peuvent être activé pour maîtriser au mieux son coût denrée et puis le coût de son repas aussi plus globalement. Mais ça permet aussi de prendre un petit peu de recul sur cette notion de tarif. Donc ça, ce sont les quelques leviers qu'on reverra plus tard, mais donc on voit qu'il y a une question de diversification des protéines, de travailler autour des habitudes en cuisine, autour de l'épluchage, la gestion du service aussi, est-ce que c'est un self, un service à table, la gestion du nombre des effectifs, savoir bien en amont combien de personnes ou d'élèves vont déjeuner sur place, et puis des notions plutôt en lien avec les matières premières concrètement, donc respecter la saisonnalité vers des produits frais, bruts, et puis acheter en vrac le plus possible. Avoir aussi une adaptabilité sur la typologie des produits bio avec des produits plutôt non raffinés. Et puis adapter au maximum les quantités. Et donc, je vous ai rajouté
qu'il y a quand même un travail aussi important sur la planification et la contractualisation avec les fournisseurs qui peut vous aider vraiment à maîtriser le coût dès lors qu'il y a de l'engagement dans un partenariat économique. Il y a aussi plus de stabilité et de visibilité sur les tarifs que vous pourrez avoir avec vos fournisseurs. Et donc à la question, est-ce qu'il y a suffisamment de producteurs bio pour fournir la restauration collective? Ce qui est intéressant, je vous ai fait une estimation avec le logiciel Parcel, que sûrement un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, qui permet de faire le lien entre un territoire qui produit des aliments et des consommateurs sur ce territoire. Et donc là, j'ai fait une petite estimation. Donc j'ai pris l'échantillon des restaurants scolaires du premier degré breton. Ça représente environ 330 000 repas. Tous ces repas-là, si on fait la projection qu'ils s'approvisionnent à hauteur de 20% de produits bio, donc on va dire dans l'idée de respecter la réglementation en vigueur, il y aurait besoin environ de 20 000 hectares en bio en Bretagne, sachant qu'aujourd'hui, il y en a plus de 160 000. Donc, on voit qu'il y a quand même une marge de manœuvre qui est très grande. Et donc, à la question, est-ce qu'il y a suffisamment de producteurs bio pour fournir la restauration, du moins scolaire, la réponse est sans équivoque, oui. Donc, ce n'est pas une question de volume, en fait, l'enjeu d'approvisionnement en restauration collective, c'est vraiment plus une question de structuration de filière. Donc, nous, c'est un mot qu'on utilise très souvent au niveau de réseau, GAB, MAB, pour ceux qui ont déjà travaillé avec nous. C'est vraiment l'essentiel de notre travail, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des liens entre le producteur et le consommateur. Et ça passe par l'engagement des restaurants, mais aussi des producteurs et des productrices. Et donc, les outils qu'on utilise pour cet engagement-là, c'est la planification et la contractualisation. Donc, concrètement, à l'échelle de la Bretagne, je vous ai remis les différents interlocuteurs pour être en lien avec les producteurs bio. Sachant qu'en Bretagne, on a à peu près 15% des fermes en 2020 qui livrent la restauration collective des fermes bio. Sur le Finistère, vous avez donc la maison de la bio, de l'agriculture biologique du Finistère, la MAP 29, qui peut être votre interlocuteur premier pour la mise en lien avec les producteurs. Et puis qui utilise du coup un site internet Manger Bio 29 sur lequel c'est une sorte de répertoire où vous pouvez avoir accès à un certain nombre de fournisseurs. Et puis existe aussi la plateforme AgriLocal qui permet de mettre en lien acheteurs et producteurs. Sur les Côtes d'Armor, donc de la même manière que sur le Finistère, il y a la maison de la bio du 22 qui est un interlocuteur privilégié. Et puis il y a aussi la plateforme AgriLocal 22 qui, je crois, est peut-être un petit peu moins utilisée, mais en tout cas est existante. En Ille-et-Vilaine, donc il y a AgroBio 35, qui est le groupement, enfin le réseau des agriculteurs bio, qui peut être un premier contact. Et puis il y a une organisation collective de producteurs qui s'appelle Manger Bio 35, dont on va avoir quelques détails juste après. Mais qui permet d'organiser en tout cas la prise de commande et la livraison de produits bio sur le département. Sur le 56, donc le GAP 56, qui est le groupement des agriculteurs bio. Et puis, on a dernièrement, assez récemment, une structuration de producteurs qui est plutôt dédiée autour du légume, qui s'appelle la filière légumes bio du 56, qui livre les magasins spécialisés, mais aussi qui commence à livrer la restauration collective et qui a une capacité de livraison et de volume qui est assez intéressante. Voilà, donc je laisse la parole à Bernard, qui est donc producteur de pommes en Ille-et-Vilaine. Bonjour, vous me voyez? Oui. On te voit, c'est bon. Ok. Bonjour, donc Bernard Touchet, donc je suis producteur de pommes depuis presque 30 ans dans la région de Rennes, d'Aumanier. Donc auparavant, je me suis installé, j'étais donc sur une surface un peu plus importante en circuit long, c'est-à-dire je livrais mes pommes à une coopérative. Pour autant, dans les années 2005, on a commencé un début de diversification en livrant directement la restauration collective.
En 2012, j'ai choisi, par choix, par conviction, de commencer une conversion partielle sur le verger, sur une surface assez limitée. Puis, petit à petit, donc, la bio s'est développée avec une surface totale engagée en 2019. Et cela correspondait en même temps à une demande croissante de la restauration collective. Voilà. Et donc, comme j'avais commencé déjà à travailler en restauration collective et qu'il existait déjà qu'il existe une structure en Ille-et-Vilaine dont on vient de parler, donc, qui s'appelle Manger Bio 35, on s'est croisés un peu sur le terrain, on a commencé à travailler ensemble. Et donc, petit à petit, je suis devenu adhérent de cette plateforme. Donc, pour présenter assez rapidement Manger Bio 35, c'est donc un groupement de producteurs qui met en relation ces producteurs et les collectivités. Cette plateforme prend les commandes, gère les règlements et surtout un accès au marché public. Donc pour moi, voilà l'avantage de travailler avec cette plateforme. Ça me permet de déléguer aussi les tâches de prise de commande et de facturation. Voilà. Par rapport à le contexte de ces dernières années, contexte inflationniste, pour ma part, sur mon exploitation, au niveau de Manger Bio, on a choisi de ne pas augmenter nos tarifs, même s'il est vrai que par ailleurs, on voit en conventionnel ou dans d'autres réseaux, les fruits et légumes ont largement augmenté. On a choisi de rester stable. Sur mon exploitation, en fait, je suis un peu déconnecté, dans une certaine mesure, de l'évolution des matières premières agricoles, contrairement à des productions animales classiques, conventionnelles, ou d'autres postes comme l'énergie. Donc, on a un peu d'inflation quand même, mais pour essayer de garder un attrait pour nos produits bio, on a décidé de maintenir les prix. Juste pour information, au niveau de Manger Bio, l'inflation, un ordre de grandeur, sur les produits d'origine animale, l'inflation a été de l'ordre de 6% environ, tout en sachant que les producteurs sur les exploitations, les collègues en élevage, ce n'est pas vraiment sur la partie proprement dit production où ils ont été confrontés beaucoup à ce phénomène d'inflation. C'est plus sur la partie transformation, par exemple pour des producteurs de yaourt ou les emballages. Donc, ce qui a pu expliquer cette petite inflation. Et pour comparaison aussi, donc Manger Bio, pour présenter, j'ai oublié de le présenter. La mission, c'est de fournir à la restauration collective des produits bio locaux en priorité. Mais pour pouvoir satisfaire nos clients, la restauration collective, on a un complément de gamme auprès de plateformes de grossistes. Et justement, l'inflation a été beaucoup plus marquée sur ces produits-là. On est de l'ordre de 15% sur l'épicerie, par exemple. Voilà. Donc pourquoi moi la restauration collective, donc quoi m'a intéressé dès le départ dans cette diversification et quelles sont les interrogations maintenant. Donc on est parti sur la restauration collective, où ça nous permet de planifier les ventes. L'organisation est assez facile. Pour autant, donc moi j'ai développé le bio parce qu'il y avait une demande. C'est vrai qu'avec la loi Egalim, on a développé la part de bio. Maintenant, moi j'ai développé mon activité sur la restauration collective. Pour information, j'ai oublié de le préciser, ça représente environ 30% de mon chiffre d'affaires. Et en ces périodes inflationnistes, c'est un peu l'interrogation. Donc voilà, moi j'étais là lorsqu'il y avait besoin là pour le lancement du bio et en espérant que nos acheteurs nous suivent encore.
Voilà, je pense avoir présenté. Si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, il y a eu pas mal de, merci à tous les trois, pas mal de questions, réactions dans le fil de discussion. Par rapport à l'intervention d'Alexandra de la DRAF, on a des communes autour de Rennes qui seraient intéressées pour déployer le dispositif, donc c'est intéressant. On a eu des réactions plus que des questions par rapport au dispositif. Alexandra, tu y as répondu dans le fil de discussion. Je vous propose d'aller sur la question ou la réaction de Maïwen de Bruded, qui demande explication à Emmanuel, qui juge un peu rapide l'explication. Je pense que Emmanuel, tu peux peut-être reprendre. C'est sur la... Je reprends sa question. Si on a 160 000 hectares de culture en bio, en BZH, il en faut 20 000 pour alimenter les cantines, sauf qu'on ne veut pas nourrir que les cantines. Donc, effectivement, Emmanuel, est-ce que tu veux compléter ? Oui, tout à fait. Je relis le commentaire en même temps. L'analyse est un peu rapide. Effectivement, on n'est pas sur une analyse très fine de l'approvisionnement, mais c'est plus pour montrer que, en fait, aujourd'hui, il y a quand même encore une marge de manœuvre sur l'approvisionnement en bio de la restauration scolaire. Enfin, il y a encore, en tout cas, de quoi faire pour un certain nombre d'années. Et effectivement, les producteurs ne livrent pas que la restauration collective. Donc, il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est qu'il y a d'autres circuits d'approvisionnement. Mais surtout, je trouve que ce qui est intéressant de se dire, c'est que, en fait, il y a déjà un certain nombre d'hectares en bio qui vont pas forcément vers la restauration collective, parce que le lien entre les producteurs et les restaurants collectifs se fait pas pour des questions assez diverses et variées dont on va discuter cet après-midi. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas un facteur limitant. En fait, c'est plus ça le message que je voulais mettre en avant à travers ce petit calcul un peu simpliste. Et ce que je trouve intéressant aussi dans le témoignage de Bernard, c'est que finalement, sa conversion en bio est en parallèle aussi avec une demande de la part de ses clients restaurants collectifs. Donc, il y a aussi un effet levier de par la demande, quoi. C'est toujours un peu le jeu de l'offre et de la demande, mais en tout cas, ça peut aussi marcher dans ce sens-là. Ok, merci Emmanuel. On a Madame Monique Guillard qui pose la question par rapport au programme fruits et légumes. Alexandra, peut-être que tu peux nous éclairer. Elle pose la question du travail, de la partie administrative. Est-ce qu'on a des exemples éventuellement de collectivités petites communes qui se sont lancées dans le programme ? Non, mais justement, c'est le travail qu'on a, nous, à faire sur le déploiement du dispositif, c'est d'aller voir justement ce qui fonctionne et puis d'aller aller accompagner directement d'un point de vue opérationnel les communes ou structures qui sont intéressées. Donc là, effectivement, on a conscience que là, c'est un programme qui crée quand même des opportunités financières, voilà, non négligeable, mais qui a un gros coût d'entrée au démarrage, notamment administratif. Donc, c'est aussi l'objectif de l'accompagnement qu'on prévoit, qu'on est en train de définir pour aller justement sur le terrain et accompagner les gens, au moins lors de la première demande pour les agréments, la demande d'aide, et pour qu'ils puissent après être autonomes les années suivantes. Ok, merci. Il y avait une question, la toute première, qui était un peu plus technique, mais on a le temps de la traiter. C'était Morgane qui demandait si sur le site Ma Cantine, un même SIRET pouvait définir plusieurs restaurants. Est-ce que, Alexandra, tu peux nous éclairer ? Alors là, vous me posez une colle. Il faudrait que je demande ceux qui s'occupent du développement de la plateforme. Je préfère pas répondre pour pas dire de bêtises, mais je pourrais répondre dans un second temps.
Ok, et ben, ça me permet de rappeler qu'on répondra à l'ensemble des questions posées, on compilera les questions, les réponses dans une foire aux questions qu'on enverra avec le diaporama et le replay de ce webinaire puisqu'on est enregistré. Alors, il y a une question pour Bernard. Bernard, pouvez-vous expliquer plus en détail le contexte dans lequel vous étiez quand vous êtes passé de la COP à la Restauco, afin que l'on puisse anticiper les opportunités ou les freins chez d'autres producteurs? On a perdu Bernard. Oui, ça y est, me revoilà. Excusez-moi, le temps de Vous n'avez reconnecter pas le le micro Ok. et la caméra. Ok. Alors, si j'ai bien compris la question, Je en te la fait, repose. En gros, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers la oui, restauration collective, que ça puisse aussi donner des arguments. Qu'est-ce qui t'a motivé ou qui, au contraire, t'a freiné pour que ça puisse donner des arguments à d'autres producteurs? ce qui m'a motivé, faut pas se le cacher, il y a une meilleure valorisation de mes produits et aussi le fait de retrouver quand même un contact avec des consommateurs. C'était les raisons. Quels sont les freins ou les points de vigilance? C'est l'aspect logistique. Il faut... Alors, j'ai un produit qui est facile, entre guillemets, facile à travailler, à l'inverse de produits ultra frais qui ont une DLC assez courte. J'ai un produit qui peut se stocker sur une semaine, 10 jours. Ça me permet d'organiser des tournées. Et du coup, ce qui est important, c'est de bien travailler ses circuits logistiques pour optimiser. Sinon, on peut vite perdre l'intérêt. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Oui, je pense que c'était une question posée par Aurélie Le Foll qui peut-être précisera. Oui, voilà, oui, merci. Super. Je ne vois pas de nouvelles questions arriver. Je propose de... Excusez-moi, pardon. Oui, Oui, je voyais, je me permets d'intervenir dans le fil de la discussion. Il y a une question sur savoir s'il y a d'autres structures comme Manger Bio. ok. A priori, ça intéresse des gens. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être développé. Enfin, je laisse la parole, hein, ce n'est pas à moi forcément de répondre. Mais moi, en tant que producteur, je peux témoigner en tant que producteur. Pour moi, c'est vraiment un super outil. Je l'ai évoqué tout à l'heure, la prise de commande. Et c'est du temps qu'on se libère pour nous, producteurs, mais aussi pour l'interlocuteur qui est le cuisinier, le responsable de commande dans la collectivité. Il a une personne en face qui prend la commande pour les produits laitiers, pour les fruits et les légumes, enfin la gamme, et puis le complément de gamme en épicerie. C'est vraiment un outil pour moi qui m'a permis de développer la vente en restauration collective. Voilà ce que je voulais ajouter. Ok, il y a une dernière question qui est arrivée, qui peut s'adresser à toi encore, Bernard. Est-ce qu'il y a une taille critique pour toi, minimum, pour une ferme, pour choisir le débouché de la restauration collective? Oui, ça y est, j'ai remis la caméra. Non, je ne crois pas. Alors, si ce n'est qu'il faille des... Ça dépend des produits que l'on travaille. Moi, par exemple, en pommes, je prends mon exemple. En pommes, il faut, donc en restauration collective, on veut des fruits calibrés, donc il faut investir dans du matériel de calibrage. Je sais que j'ai des collègues qui ont des tailles plus petites, qui ne veulent pas s'embêter avec ça. Après, on reste sur des tailles relativement modestes par rapport à ce qui se fait dans d'autres régions de production pure. En légumes, je crois que c'est plus diversifié, il me semble, dans les tailles des exploitations. Ouais. Donc, on peut avoir de toutes les tailles. Voilà. Ok, merci Bernard. Merci à tous les trois d'être intervenus sur le pourquoi maintenir le cap Egalim. On va passer au comment. Emmanuel, je te laisse présenter la suite et
Oui, merci Lise. Donc, juste avant de passer la parole à nos intervenants, juste pour faire un petit rappel sur le fait que notre réseau Gab Mab peut vous accompagner voilà, sur vos projets de développement d'approvisionnement bio locaux à travers diagnostic, mise en lien avec l'offre, et puis on travaille aussi sur les marchés publics. On travaille aussi à l'échelle d'un territoire avec des groupes d'échange, des ateliers, et puis le travail autour des groupements d'achat. Et juste pour vous dire aussi qu'on a différents outils qui nous permettent de travailler sur ces questions-là. Cuisine et alimentation positive qui existe depuis quelques années maintenant, que certains d'entre vous connaissent déjà. Et puis Cool Food Pro qui est plus récent et qui permet de faire un lien aussi avec les questions de climat et suivre son bilan carbone en même temps que ses approvisionnements. Donc si jamais vous avez des questions là-dessus, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a aussi des organisations d'animation et de formation et on travaille avec un certain nombre de partenaires techniques. Vous voyez les logos qui s'affichent en dessous. La FNAB, qui est notre tête de réseau, Fédération nationale d'agriculture biologique, est aussi d'une grande ressource, parce qu'on travaille beaucoup avec les autres départements, les autres régions, qui nous apportent outils et conseils. Donc, on va passer à la troisième phase de ce webinaire, comment maintenir le cap Egalim. Donc, trois témoignages de communes. D'abord la commune de Tréfléan, ensuite la ville de Brest, puis la ville de Plérin. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Monsieur Claude Lejallet, qui est maire de la commune de Tréfléan et qui sera accompagné de René Le Floch, qui est responsable de la restauration. Oui, bonjour Madame Follin, bonjour à toutes et à tous. Un bonjour particulier à vous, Madame Follin, pour le travail que nous avons fait ensemble, avec bien sûr la complicité et l'efficacité de Madame Le Floch. Moi, je suis vraiment très heureux d'assister à ce webinaire pour présenter un petit peu ce que nous faisons ici à Tréfléan. Je voudrais saluer aussi Madame Spencer, avec qui j'avais eu l'occasion de travailler quand on avait reçu la visite des gens du Nord, qui étaient venus à Tréfléan. S'il s'agissait de faire très très vite et de présenter notre commune, on est 2500 habitants ici et on a un restaurant scolaire qui fonctionne à 190 repas par jour à peu près, qui s'est développé ces dernières années, et notamment depuis 2 ans, depuis la construction de ce nouveau restaurant. Voilà. Les approvisionnements chez nous sont généralement assurés par Agora Service, hors marché, puisque nous, on a un seuil inférieur au seuil requis. Initialement, si on faisait un peu l'historique, notre bâtiment était vieillissant, puisqu'il datait de 1983, un bâtiment modulaire qui a largement vécu. Voilà, donc il fallait se séparer et les élus, justement, ont souhaité, dans le cadre de ce nouveau restaurant scolaire, réfléchir sur ce qu'on pouvait mettre dedans, ce qu'on pouvait améliorer, etc., etc. Donc, depuis 2014, depuis que je suis le nouveau maire, même si j'ai été élu aux affaires scolaires avant, on a travaillé sur la création de ce nouveau restaurant scolaire en réfléchissant sur plein de domaines. La construction a débuté en 2020, on l'a ouvert en 2022. On a tous les équipements nécessaires, bien sûr, à l'intérieur. On est vraiment au top du top en matière de chambre froide. On a une légumerie désormais qu'on n'avait pas à l'époque, ce qui nous permet aujourd'hui justement de faire du légume frais, notamment, des cellules de refroidissement, bien sûr, four permettant les cuissons basse température, etc., etc. Et puis, parallèlement à ça, on a ajouté aussi une buanderie, puisqu'on lave désormais notre linge sur place, un système d'eau ozonée pour justement éviter d'utiliser trop de produits lessiviels, et c'est sans doute bon pour la santé de nos agents, mais aussi des petits qui déjeunent au restaurant scolaire. Alors, voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps, en tous les cas, pour répondre un peu à notre volonté initiale d'élus. En matière d'étapes, mais je laisserai aussi Madame Le Floch m'aider sur plein de domaines. En matière d'étapes, la municipalité a souhaité un accompagnement par le GAB 56 avec toutes les qualités que je reconnais à Madame Follin et à ses collègues. Alors, on a pu en bénéficier grâce au plan de relance. On a amélioré donc là, tout d'un coup, la qualité des approvisionnements, développement de partenariats avec les producteurs locaux notamment.
Et puis, l'objectif final pour nous était de répondre aux objectifs de la loi Egalim, hein, ce que me soufflait souvent dans les oreilles notre députée locale, Madame Lepay, d'améliorer la qualité au sens large, hein, en matière nutritionnelle, gustative, environnementale aussi, je l'ai dit tout à l'heure, améliorer toutes ces qualités-là au niveau du repas et du temps de repas aussi. Et puis, on travaille bien sûr en fourniture bio et autant que possible local. On est plutôt pas trop mal en la matière. Et je dirais même par rapport aux chiffres qui a pu être donné, on est plutôt proche des 60% de produits bio et locaux ici sur le restaurant de Tréfléan. On a mis aussi l'accent sur la formation de nos agents en matière d'apprentissage de nouvelles pratiques, hein. On n'hésite pas à se déplacer pour aller voir ce qui se passe ailleurs. On vient aussi nous visiter de temps en temps, et particulièrement des fois des élus aussi. Et puis, on échange, bien sûr, hein, Madame Le Floch ici échange avec ses collègues dans d'autres restaurants scolaires. Les clés de réussite avec les producteurs ou les productrices, en tous les cas, sur l'année scolaire 2022-2023, vous avez bien compris qu'on commence un petit peu tout ça pour nous. On a une convention qu'on a signée pour 3 ans avec un producteur de légumes bio local. Hein. Je crois savoir, mais Madame Follin pourrait peut-être nous le confirmer, qu'on est la 2e commune du Morbihan, je crois, à signer ce genre de convention avec un producteur local bio, un maraîcher qui travaille sur notre commune, hein, et qui nous fait des prix qui sont bien parfois largement équilibrés avec, on va dire, la grande distribution en matière de légumes. Voilà, donc ça se passe plutôt bien. Hein, il dépose ses légumes en partant ailleurs au marché. Voilà. Sur 2023-2024, on va essayer sans doute de signer peut-être plusieurs conventions, notamment une avec un producteur de pâtes fraîches bio produites, et puis tout cela transformé à la ferme. Donc, on est en train de travailler l'affaire. Et puis, peut-être dans l'avenir, peut-être, hein, je dis bien, si une proposition nous est faite dans le cadre de la viande, bah, ma foi, pourquoi pas. On a aussi des producteurs qui ne sont pas très, très loin de chez nous et avec qui on commence à travailler. Voilà. Donc, un petit peu rapidement, je ne sais pas si déjà il y a des questions là-dessus. En matière de levier pour maîtriser les coûts, j'en dirai pas grand-chose. Madame Le Floch peut-être pourra compléter. On travaille bien sûr, on lutte contre le gaspillage alimentaire. On travaille des protéines végétales, on travaille des produits bruts de saison, issus du territoire, comme je le disais tout à l'heure, et on essaye de faire des économies tout azimut. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps, en tous les cas, parce que je sais qu'on n'a que 10 minutes pour causer. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Madame Le Floch qui pourra peut-être étayer ce que j'ai dit ou apporter des compléments, je vous en prie. Oui. Bonjour à tous, à toutes. Je suis la responsable du restaurant scolaire de Tréfléan, comme l'a signalé Monsieur le maire. Donc, un grand merci à Madame Follin qui nous a accompagnés dernièrement pour toutes les démarches. Ça n'a pas été très facile au départ. Je le confirme avec l'équipe, ça a été beaucoup de travail. Mais nous sommes très contents au bout d'1 an d'être dans les nouveaux bâtiments et d'avoir réussi tout ce que nous avons mis en place. La lutte contre le gaspillage a été vraiment un gros travail tout le long de l'année. On va poursuivre justement à la rentrée prochaine. Nous avons l'intention de mettre les enfants justement s'investir un peu plus dans ce domaine. Acteurs. Nous avons prévu la brigade anti-gaspillage. Le but est d'investir les enfants et de faire le pesage des déchets et soit de le noter en forme de courbe ou de tableau qui sera affiché au restaurant scolaire et tout enfant pourra, et ainsi le personnel, le voir. Sinon, nous présentons au moins 1 fois par semaine un nouveau plat aux enfants avec des nouveaux produits que nous leur faisons goûter. Si ce plat est concluant, on se dit que c'est un plat qu'on va pouvoir reproposer aux enfants. Sinon, si tout ce qui est dessert que le personnel fait en arrière, en cuisine, un nouveau dessert, par exemple, sera présenté aux enfants en petite quantité. Et c'est exactement pareil, si le plat est concluant, ça nous permet justement de le faire et d'éviter tout gaspillage.
Nous fonctionnons avec petite faim et grande faim le midi. Taille de l'assiette. Oui, la taille de l'assiette et la quantité qui est mise dedans. Sinon, que pourrais-je vous dire de plus? Nous travaillons avec plusieurs producteurs locaux. Donc, dernièrement, ce sont de la volaille bio. Nous avons fait exactement la différence dernièrement de la qualité de la viande. Nous apercevons que nous avons besoin beaucoup moins de quantité parce qu'avec la cuisson, ça diminue moins. Oui, ça diminue beaucoup moins. Et nous apercevons que nous avons besoin beaucoup moins de quantité de viande. Vu en cuisson longue, la viande ne diminue pas. Nous avons fait l'essai justement dernièrement avec du porc, du rôti de porc. Donc, on s'aperçoit qu'on a besoin beaucoup moins de quantité à commander, donc, ce qui est très, très intéressant pour nous. Sinon… Si vous permettez, Madame Le Floch, oui. Moi, je peux revenir un petit peu sur la lutte contre le gaspillage. Pour être assez présent au restaurant scolaire ou en tous les cas d'y aller de temps en temps, je regarde souvent ce qui sort en matière de déchets alimentaires. Eh bien, il n'y en a déjà pas beaucoup. Ça me paraît important à relever. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur ce que disait Madame Le Floch tout de suite concernant notamment effectivement la diminution à la cuisson qui est beaucoup moins importante aujourd'hui avec des produits de qualité. Et on remarque que justement pour le coup, eh bien, on fait plus de tranches dans le poulet ou dans le rôti en prenant des produits de qualité et c'est très, très important. En matière peut-être pour compléter, et en matière financière, pour le coup, vous parlez du coût du repas. Ici, on a fait un calcul à la demande de Madame Follin parce que l'idée première pour nous, c'est de faire manger nos enfants du meilleur possible, mais pas forcément regarder de très très près le coût du repas. Malgré tout, on s'y intéresse, et notamment le maire en matière financière. On a un coût repas aujourd'hui, matière comprise, qui est à 11,14 €. On a fait ce petit calcul avec l'aide de notre directrice générale des services. Et on a un coût matière là-dedans d'1,86 €. Donc, on peut constater, je ne sais pas si chez mes autres collègues maires, même si on n'a aujourd'hui que des grosses cuisines centrales, me semble-t-il, et peut-être pas des petites structures comme la nôtre, mais en tous les cas, je pense qu'on doit être dans des coûts qui sont quand même assez maîtrisés et peut-être peu élevés, contrairement à ce que je peux entendre par mes collègues ici à l'agglomération qui me parlent beaucoup de mon restaurant scolaire et qui me donnent des chiffres qui me permettent de dire qu'on n'est sans doute pas trop mal situé en la matière. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus et je ne sais pas si on peut répondre aux questions, Madame Le Floch, si vous voulez pour ajouter. la lutte contre le gaspillage, tout ce qui est producteurs locaux, ce soit aussi bien les légumes, les produits laitiers, nous n'avons pas d'emballage. Donc, je vois que les yaourts arrivent en seau. Donc, nous retravaillons le produit dans des ramequins, dans des coupes. Le producteur récupère ses emballages la semaine suivante. Les pâtes fraîches avec qui on travaille, c'est pareil, ils nous déposent leur caisse, récupèrent la caisse. Donc, nous n'avons pas de déchets plastiques envahissants dans nos locaux comme on pouvait en avoir les années précédentes. Super. Eh ben, merci pour votre présentation. Il y a pas mal de questions pour vous. Donc, c'est assez intéressant. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Alors, vous allez peut-être conventionner avec des producteurs de viande. Quelle viande? Est-ce que c'est autre chose? Enfin, est-ce que c'est de la volaille ou peut-être d'autres viandes? Et sous quelle forme? Est-ce que c'est de la viande qui est déjà découpée ou est-ce qu'il faut prévoir de la découpe? Alors, pour les derniers fournisseurs, c'est de la volaille qui arrive, c'est à nous de la découper. On arrive le poulet entier. Le poulet arrive entier, nous le coupons en crapaud, nous faisons cuire au four et préparons une sauce avec. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres viandes que la volaille avec lesquelles il y a le porc. Il y a le Nous porc. travaillons avec la GAEC des 2 villages sur la commune de Musiac, dans le 56. Qui est à un quart d'heure, 20 minutes de chez nous. Donc, vous voyez. Et justement, lui nous fournit tout ce qui est chipot, saucisses, rôti de porc.
Ok. Une autre question de Anna Jeunesse. Est-ce que vous intégrez les coûts d'investissement dans votre coût repas dans le calcul que vous Absolument, avez oui. fait? Ok. Oui, tout à fait, madame. Ok. Alors, on a peut-être le temps pour une dernière question. Alors c'est Delphine du CPU Forêt de Brocéliande. Pouvez-vous préciser la part des légumes à l'année issue du conventionnement avec le maraîcher et la part issue avec le groupement d'achat? Et qui en profite pour vous dire merci et bravo pour votre engagement et vos résultats. Merci. Alors, c'est sans doute une question très technique à laquelle peut-être Madame Le Floch va pouvoir répondre. En tous les cas, la réponse que je pourrais moi-même donner, c'est qu'on essaye d'exploiter le plus possible notre maraîcher local. Et vous avez bien compris que c'est du saisonnier, contrairement à d'autres fournisseurs qui nous amènent des produits qui ne sont pas locaux et encore moins bio. Et nous travaillons avec des produits de saison. Donc, d'une semaine à l'autre, le producteur nous annonce les produits qu'il aura à nous proposer. Et par rapport à ça, on élabore notre recette. Alors, en matière de proportion, je ne sais pas si Madame Le Floch, vous pouvez nous dire quelque chose, 30, 40%, un peu plus? Oui, ça dépend. Même peut-être 60? Oui. Ouais. C'est une question à laquelle il est un petit peu difficile Oui. à répondre parce qu'on n'a pas un recul suffisant sur une saison complète. Hein. On vient de démarrer avec lui il y a juste avant, voilà, depuis septembre, même un petit peu avant. Donc, on pourra peut-être répondre un jour à la question, mais là, aujourd'hui, c'est un petit peu tendu pour faire une réponse vraiment idoine, enfin, et précise en tous les cas. J'imagine qu'il y a une variation dans l'année, quoi. Mais c'est le moment de la saison où vous êtes oui. plus en phase avec le maraîcher. Bien, et puis, à la coupure avant, enfin voilà. Oui, vers le mois de mars, j'imagine, février-mars, ça doit être peut-être un peu plus… Ce n'est pas les mêmes légumes qu'on a cette saison-ci, quoi. Oui. Alors, une dernière question de Tanguy Allais, qui est du restaurant municipal de Brec. Le passage des emballages individuels au seau à portionner en ramequin, et puis de même pour les fromages à la coupe. Est-ce que ça a été bien perçu par les équipes de cuisine en termes d'organisation? Ah oui, très bien. Oui. J'imagine que ça a dû rajouter quand même du temps. Oui, c'était la question d'organisation au départ. Même les enfants au début qui ont l'habitude de leur petit fromage blanc à la maison en emballage, toute l'équipe a fait un travail. De présentation. Oui, notamment. De présentation, leur expliquer un peu le produit. Et là, non, ça passe très, très bien auprès des enfants. Et puis quand même, mais il faut le dire, un pot de yaourt sur la chaîne, ce n'est pas le top parce qu'il faut le traiter l'emballage vide après, tandis qu'un seau, en soi, c'est beaucoup plus facile à traiter. Et en matière de décoration, justement, c'est quand même plus appétissant que d'avoir quelque chose sur sa coupelle. Oui. Et quand je vois ce qu'on fait, enfin, je félicite Madame Le Floch, j'en profite, quand on voit ce qu'on fait en la matière, c'est quand même appétissant, alléchant on va dire pour le client. Oui, parce que vous préparez un petit ramequin ou une petite coupelle en fromage blanc avec un petit morceau de fraise ou une petite framboise ou une petite tranche de kiwi, c'est beaucoup plus attrayant pour un enfant que d'enlever l'opercule. Voilà ce qu'on peut répondre à ce monsieur qui pose Après, c'est sûr que c'est un travail à faire dès le départ avec l'enfant. Oui, mais le personnel, moi, je dis franchement, merci au personnel parce que… Alors moi peut-être pour conclure, pour ce qui me concerne, en tous les cas, on a un restaurant scolaire, c'est vrai, qui a fait sa révolution, qui doit encore continuer à la faire en matière d'animation, enfin, etc., etc. Et je pense qu'on continuera dans cette voie-là en démontrant quelque part qu'on n'a pas un prix de repas beaucoup supérieur à ce qu'on peut trouver en conventionnel, hein, on va le dire comme ça. Et puis, moi, je dis que bravo aux équipes parce que c'est vraiment important de travailler dans cet objectif de faire du temps de repas un temps aussi convivial avec ses camarades et puis aussi un temps où on mange bien quand on connaît aujourd'hui bien parfois des familles à qui ou des enfants à qui ce sera sans doute presque le seul repas de la journée. Et par ailleurs, on a mis en place aussi le repas à 1 euro que tout le monde connaît pour les classes les plus basses en matière de revenus. Voilà.
Ok, très bien. Et ben, merci beaucoup pour vos réponses, votre intervention et vos réponses. Il y en a encore un certain nombre auxquels on n'a pas répondu, mais on les prend bien en note et on apportera réponse à chacune des questions. Merci à toutes et à tous, en tous les cas. Merci à vous. Merci. Et donc, effectivement, dans un des commentaires, je lis bravo à Tréfléan, plus compliqué à l'échelle d'une communauté de communes qui sort 3000 repas par jour. Donc, effectivement, on est parti d'un exemple voilà, plutôt une petite commune. Et ça me permet de faire la transition vers notre deuxième témoignage. Donc, la ville de Brest. Oui. C'est Madame Cuchel qui va nous présenter le contexte. Donc, Oui, bonjour, je ne sais pas voilà. si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour et merci de l'invitation. Donc en fait, j'ai écouté attentivement Monsieur le maire juste avant. Et en fait, on se retrouve dans beaucoup de choses, malgré la différence de taille entre les deux collectivités. Je pense qu'on a la même motivation et les mêmes, des fois, problématiques à des échelles différentes. Mais en tout cas, on s'y retrouve et ce n'est pas forcément justement la taille, mais c'est plutôt la motivation et l'organisation qu'on met derrière et l'accompagnement, à mon sens. Brest, en fait. Donc, nous, on est plutôt à autour de 7000 repas jour, parce qu'en fait, c'est une délégation de service public. Et cette délégation de service public, elle fait les écoles publiques de Brest et le service de repas pour les personnes âgées. Donc, on va dire que si on parle que de la cantine scolaire, c'est à peu près 6500 repas par jour. On est autour de 67 écoles, 7000 enfants, dont 85% d'enfants cantiniers. Alors, la politique de la cantine de Brest, c'est vraiment une politique qu'on essaye de porter fort, que le maire porte fortement. Et souvent, pour l'expliquer, je l'explique avec ces 4 piliers. Donc, le pilier social, le pilier éducatif, écologique et économique. D'abord, le social, effectivement, parce que donc ça, c'est auquel le maire tient beaucoup. Dans nos villes, dans nos grandes villes, on a beaucoup d'enfants des quartiers prioritaires et c'est souvent le seul repas de la journée pour ces enfants-là. Aujourd'hui, on est à des repas, je ne sais pas si vous pouvez passer le slide à côté, mais on est sur des repas qui sont le coût facturé de 0 à 5,35 €. Donc, on a une forte politique sociale où on a à peu près 20% des enfants qui mangent gratuitement tous les jours à la cantine, petit déjeuner et goûter le soir compris. À peu près 30% qui payent moins d'1,50 € dans nos cantines. Donc, c'est vraiment une politique forte sociale et ça va rebondir aussi sur le reste, c'est éducatif. Donc, aujourd'hui, l'éducation sur Brest, c'est quelque chose de très important et on apprécie beaucoup de travailler sur une cantine scolaire qui a vraiment comme fonction de la terre à l'assiette, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas juste de l'assiette de l'enfant, mais vraiment du début, c'est-à-dire comment la plante, comment c'est cultivé, comment c'est produit, et après, qu'est-ce qu'on en fait. Pourquoi ? Parce que éducatif, si on parle bien des enfants les plus en difficulté, il y a des enfants qui ne peuvent pas manger de fruits, qui ne croquent pas, qui n'ont pas la même pouvoir, volonté effectivement dans les familles de pouvoir apprendre à bien manger. Et ça, c'est un peu ce que nous, on essaye de mettre fortement. Donc, on a énormément de personnel qui accompagne les enfants à manger, c'est-à-dire à goûter les aliments, à expliquer ce que c'est un fruit de saison, un légume de saison, etc. Je le dis fortement parce que c'est aussi pour ça que, par exemple, nous, on n'a pas voulu passer à 100% bio et 100% local parce que sinon, on aurait des enfants qui ne pourraient pas manger de pêche, on va dire, ou souvent je le dis, l'huile d'olive. C'est important que ces enfants-là puissent le goûter parce qu'il y a dans la cantine, il y a des familles qui peuvent le faire, d'autres pas. Et nous, on est vraiment à ce que l'éducation au goût soit pour tous et pour tout le monde. Et ça, c'est très important dans la cantine. C'est vraiment le deuxième pilier. Le troisième, effectivement, écologique. Donc, depuis 15 ans, on travaille sur... ça a été long, cette mise en place, sur vraiment comment faire améliorer la qualité de nos assiettes et aussi avec l'aide des agriculteurs. Donc, je le dis souvent, je pense qu'on n'aurait pas réussi, peu importe les moyens, sans avoir été accompagné par la MAB. Et effectivement, je le dis souvent aux élus, n'y allez pas seul, il faut aussi qu'il y ait un accompagnement de la MAB parce qu'il est important de réfléchir autrement. Et ce n'est pas si simple parce qu'il y a eu des habitudes de prix pendant 30 ans pour... Alors, en plus, chez nous, faire 7, alors à l'époque, c'était 9000 repas par jour. La cuisine, le restaurant
le restaurant collectif a été construit pour 11 000 repas par jour. On est quand même dans une grosse cantine. Et il fallait qu'on change nos habitudes. Donc, du coup, effectivement, on a eu un accompagnement de la MAB et on s'est posé la question comment être écologique. Et on a, dès le départ, les élus, bien avant moi, il y a plus de 15 ans, on posait la question de ne pas faire la publicité du repas le mardi 100% bio, et se dire comment on va changer au plus profond de nos habitudes et de nos façons de faire. Et c'est comme ça ils ont commencé aussi à se poser la question de la légumerie, mais je viens d'apprendre que c'était le même service vétérinaire qui, à l'époque, ne voulait pas. Enfin, vraiment, ça a été des questions qu'on s'est posées au fur et à mesure. Et du coup, on est passé sur l'écologique, plutôt sur l'aliment. On est passé au premier aliment, je ne sais plus ce que c'était, mais des légumes. Des légumes, voilà, on a acheté tous les légumes en bio de cette variété-là pour refaire du saisonnier, ce qui n'était pas dans les habitudes non plus. Et donc, on s'est posé toutes ces questions-là. Donc, l'écologique, c'était vraiment pour se dire, c'est ce que dit François Cuillandre aussi assez régulièrement, lui, faire les 200 mètres de non-glyphosate autour de Brest n'a aucun intérêt. C'est bien se poser la question sur notre territoire breton, voire finistérien, comment la cantine peut permettre de changer les terres et la façon de faire de l'agriculture en Bretagne. Et puis économique, forcément, puisque vous imaginez bien que nous, avec 6500 repas, je dis souvent pour les parents d'élèves, un repas de patates, c'est 1 tonne. Hein. Donc, c'est tout de suite un coût économique. C'est assez important et il faut tenir compte. Donc, du coup, aussi, c'était la question de comment ne pas que la cantine rende, on va dire, plus autonome, justement, complètement que des agriculteurs dépendent de la cantine scolaire. C'était dommage. Donc, c'était plutôt comment on peut travailler en collectif, etc., pour pouvoir poser les choses correctement auprès des agriculteurs et aussi notamment dans des créations de filières. Donc, on essaye d'accompagner, c'est plutôt la ville qui essaie d'accompagner presque la MAB et d'autres acteurs dans ces créations de filières bio, par exemple en nous engageant sur 2 ou 3 achats ou ce genre de choses, et on essaye de le faire le maximum, puisque forcément, nous, on amène une quantité qui peut permettre vraiment cette création de filières. Et on se dit souvent, Brest, c'est une métropole, c'est des quantités, mais ça peut créer aussi ces filières qui peuvent permettre aux plus petites collectivités d'avoir ces filières qui existent et avoir plus de facilité de peut-être s'approvisionner. Pardon. Et donc voilà, c'est un peu ces 4 piliers qu'on essaye d'avoir constamment. Après 15 ans et plusieurs étapes, donc on a eu forcément la réflexion sur les approvisionnements, etc., l'interconnaissance qui n'a pas été simple, c'est-à-dire comment des sociétés comme Sodexo, aujourd'hui Elior, on revoit avec Elior, on retombe dans les difficultés, donc les sociétés de restauration collective, comment elles pensent local, bio, là avec Elior, pour donner un détail, on est en train de leur faire comprendre que chez nous on mange du phare noir, c'est compliqué, mais en fait voilà, c'est vraiment aussi se dire comment on change ces grosses industries, on va dire, au plus profond d'eux-mêmes, pour vraiment être local. Et ça, c'est un petit peu un combat politique. Et je l'avoue qu'il faut être un peu suivre et être motivé, ça c'est vrai. Et il y a une réflexion effectivement aussi économique. Donc, quand vous voulez, on est passé effectivement de 20% de bio, nous on était à 20% dans les années 2010, 2013. Comment passer de 30 à 50 et à 80% aujourd'hui, comme une ville sur les notes, sans tripler les impôts locaux, c'est une vraie réflexion qu'on a dû mener, mais Monsieur le maire en a eu les mêmes réflexions aussi, c'est-à-dire qu'on est passé à un repas végétarien mensuel, après par semaine. Aujourd'hui, sur la nouvelle DSP, pour passer au 100% durable, on est passé à 3 repas végétariens tous les 15 jours. Alors, c'est économique, le végétarien, mais c'est aussi pour éduquer les enfants à manger différemment et peut-être moins de viande, mais de meilleure qualité, etc. On a effectivement fait toutes ces étapes-là qui étaient assez complexes, en fait, qui ont été et qui sont toujours, on va dire, c'est, à mon avis, c'est l'acceptation des familles, des habitants et de nos salariés, qui n'est pas si simple quand on veut changer les choses. On a quelques exemples, des anecdotes. Récemment, on a mis du pain au levain à la rentrée. Du coup, on a eu des articles dans les journaux, on a infamé les enfants. Mais voilà, il faut qu'on accepte, qu'on explique comment ce changement alimentaire est compliqué. On a eu un souvenir aussi quand la cantine, on a eu plein de courriers. Le jour où on a changé
la vinaigrette industrielle en la faisant fait maison et que le goût forcément a changé et que du coup, on faisait manger des choses très mauvaises. Donc, c'est bien, il faut tenir 2 mois, que les enfants s'habituent, 2 ou 3 mois, et une fois que les enfants sont habitués, souvent, ça devient presque leur repas préféré. On l'a vécu aussi avec les compotes de pommes, quand on a arrêté l'industriel. Ça aussi, c'est une sacrée économie financière d'arrêter tout ce qui est industriel et transformé. Et ça, effectivement, quand on a fait les compotes de pommes, fait maison sans sucre, c'est pareil, il fallait tenir les plaintes des enfants et surtout des familles sur le fait que voilà, c'est pas bon à la cantine. Et quand on explique, les gens comprennent, mais il faut prendre ce temps-là et l'acceptation aussi de ce temps d'acceptation des familles. Donc là, aujourd'hui, la cantine brestoise, on est à 80% de bio, 60% de local, 100% durable qu'on va essayer d'atteindre et 70% fait maison. Donc, ce que je vous disais, hein, on n'a pratiquement plus d'industriels dans notre restaurant collectif, hein, qui fait que c'est un restaurant central, cuisine centrale, pardon, 70% de fait maison. Ça veut dire qu'effectivement, là, on doit passer la prochaine étape de faire une légumerie aussi nous-mêmes pour que, et puis effectivement, on puisse être encore plus à avoir de l'aliment brut, ce qui, en termes d'économie, nous a fait effectivement pouvoir à chaque fois augmenter la labellisation ou la qualité des aliments. En plan de progrès, aujourd'hui, moi, je vous avouerai que la question qu'on se pose, c'est qu'on voit bien que les cuisiniers, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais j'imagine, les cuisiniers ne sont pas forcément très habitués au repas végétarien puisqu'on a interdit le soja et l'industriel. Et on voit bien qu'il y a un plan de progression assez fort sur tout ce qui est repas végétarien de qualité et différent, quoi. On a comme difficulté aujourd'hui, c'est le changement de délégataire. Donc, on voit bien qu'un changement de délégataire, on peut avoir eu des super habitudes, n'est pas si simple parce qu'on recommence à zéro l'apprentissage et la confiance qu'il faut avoir entre notamment la ville, la MAB, le SIN qui est notre fournisseur, on doit un peu tout recréer et surtout, on doit faire comprendre à notre nouveau délégataire qu'on a un fonctionnement local, même si c'est une grosse entreprise. Et ça, c'est vraiment une volonté, à mon sens, politique forte pour dire ça sera comme ça, il faut qu'on se batte à plusieurs. Et puis, effectivement, on a aussi travaillé beaucoup pour passer cette nouvelle... pour vraiment passer cette nouvelle qualité, cette nouvelle marche, en fait, on est passé de 5 éléments à 4 éléments. Donc, 5 éléments, entrée, plat, dessert, fromage. On est passé à 4 éléments parce que, notamment pour la lutte contre le gaspillage, et on jetait sur Brest à peu près 600 kilos par jour de non servis. Hein. Donc, vous voyez un peu en plus qu'il reste des assiettes. En passant de 4 éléments à 5 éléments, dans les 3 écoles qu'on a testées, on est passé à 50% d'aliments en moins jetés. Ça a été très dur à faire comprendre aux familles que voilà, ils payaient le même prix avec moins à manger pour les enfants. Donc ça a été le plus dur à faire passer. Aujourd'hui, on ne le regrette pas et quand on explique que c'est aussi un moment, il faut se poser les bonnes questions, se dire l'enfant a moins de choix, mais on jette moins, c'est aussi important pour leur avenir et pour l'écologie et la planète. Donc ça a été aussi compliqué. Après, comme la mairie d'avant, on est sur du fromage à la coupe, on est sur beaucoup de choses. On a plus de yaourt plastique, on en a très peu. On fait encore une démarche de diminution au fur et à mesure par rapport au barquettes, puisque nous, on est en livraison froide. Donc, on est vraiment effectivement dans ces réflexions. Et comme le bio, c'est pas on enlève le plastique d'un coup, on le fait par étapes. Et on se pose des questions pour le faire au mieux, plutôt que d'imposer, que ça soit mal pris par nos ATSEM. Hein. C'est quand même beaucoup des femmes, des agents techniques, des femmes de 50 ans. Si ils viennent avec des grandes barquettes en aluminium, ça nous pose des questions pour leur santé à eux, effectivement. En écoutant juste avant, je pense que Brest aussi, c'est peut-être 6500 repas par jour, mais en fait, on a 67 écoles. Donc, 67 écoles, c'est en moyenne 100 élèves par école. Et je pense que si on arrive à faire à la coupe, etc., et l'acceptation de nos équipes qui n'ont pas forcément été si simples, et des fois, il faut qu'on parle vraiment à la formation et qu'on informe pourquoi on le fait, qu'est-ce qui se passe, etc.
Mais en fait, c'est aussi parce qu'on a des petites écoles. On n'est pas, comme je vois dans d'autres villes, des fois des écoles de 500 ou 600 élèves. Je ne sais pas si ça marche aussi bien, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi une réussite, c'est que nous, le fait d'avoir plein de petites écoles partout, on arrive plus facilement à voir les parents d'élèves, à aller voir les directeurs et à former nos familles. Donc voilà, je suis allée un peu Super. vite. Je ne sais pas s'il y avait des questions encore. Ouais, mais je me permets de vous arrêter parce qu'il y a pas mal de questions qui sont sur le chat assez intéressantes. Alors, on a le chrono qui tourne et on a encore un témoignage ensuite, donc on va peut-être prendre juste peut-être deux questions. Une question intéressante, c'est comment se passe le suivi avec Elior? Donc, réunion, ou des documents, ou peut-être quelques éléments concrets sur comment on Alors, suit. je pense que c'est effectivement, bon déjà c'est dans l'écriture de la délégation de service public, on a été très précis et il fallait être vraiment très costaud. On a, et c'est rarement dans les villes dimensionnées comme la nôtre, mais on a une personne diététicienne attribuée à la ville. Alors nous, c'est aussi la DSP, c'est que la livraison. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en restaurant scolaire dans nos services, c'est la ville de Brest. C'est aussi important. De garder de la régie pour aussi avoir quelque part un contrôle de la ville. C'est nos agents qui servent aux enfants, ce n'est pas les agents d'Elior, de nos délégations de service public. En tout cas, on a une responsable et c'est là où, en fait, par rapport au début de la rencontre, pour moi, la réussite, et je le porte vraiment fortement, c'est il faut qu'on soit accompagné aussi Ville de Brest par, effectivement, chez nous, c'est la maison de la bio, mais il peut y avoir d'autres, sur tout ce qui est juste achat des denrées. En fait, je m'explique, c'est que nous, Elior, en tant qu'élus, on peut se dire c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive dans l'assiette. On pourrait ne pas se poser la question de ce qui se passe avant. Et ça, les élus qui m'ont précédé, c'est effectivement toutes ces questions-là qui sont posées pour avoir vraiment une vision politique forte et pas juste de la qualité de l'assiette et d'avoir le mardi et le jeudi du bio et le reste du temps, on s'en fout un peu. Et c'est ça, en fait, la maison de la bio. Je pense qu'une collectivité, en tout cas de notre taille, ne pourrait pas le faire d'une façon très locale, finistérien, breton, si on n'était pas accompagné justement dans ces réflexions-là. Nous, en tant qu'élus, pas professionnel de l'agroalimentaire, je peux avoir des valeurs, mais il faut bien un accompagnement précis sur justement, bêtement, on en parlait avant, on a des commissions bio, suivi bio, qui se voient tous les 3 mois, où en fait, si le délégataire n'a pas atteint le bio, n'a pas fait, il doit nous dire comment il n'a pas fait. La maison de la bio, elle est là aussi pour dire, nous, on peut vous fournir tel légume à cette époque-là jusqu'à cette époque-là, après pas. C'est plus, en fait, le cuisinier de nos délégataires qui décide du menu. Et c'est un peu ça qui a vraiment changé dans les habitudes. Mais il faut vraiment travailler. Et là, la nouveauté, juste pour vous dire, parce que c'est aussi les réalités, on a 2 personnes extérieures de la ville de Brest qui sont censeurs et qui vont aller voir les comptes, qui peuvent aller voir les comptes, qui peuvent aller voir tout sur de nos délégataires. Et ça aussi, c'est un rapport de force, à mon avis, qui est important d'avoir en tête. Parce qu'on parle quand même de 4 millions d'euros par an. Ce n'est pas non plus des petits... Un petit budget. Ok, merci pour votre réponse. On a un tout petit peu dépassé le temps, mais il y a une question qui a l'air d'être assez plébiscitée, donc peut-être rapidement y répondre. Vous avez parlé d'un pourcentage d'approvisionnement en local. Est-ce que vous pouvez nous détailler rapidement ce que vous mettez derrière local? C'est exactement toute la réflexion qu'on a eue. Et les 60%, ouais, c'est Bretagne et départements limitrophes. Et après, souvent, pour le grand public des parents, ce que je leur dis souvent, c'est que attention au local et au circuit court, parce qu'il y a la règle, on va dire, législative et la réalité. Par exemple, souvent, je leur dis, moi, le local, ça peut être une mandarine de Corse et pas la mandarine bio d'Israël. Donc, faites attention au local, c'est aussi des fois par rapport à l'aliment. Ce n'est pas forcément aussi par rapport à la ville. Et là, je reviens, on pourrait ne pas donner de mandarine à nos cantines. Et là, je reviens vers l'éducation au goût pour des enfants qui n'ont pas accès à ces légumes d'une façon personnelle et dans les familles. Donc, on est vraiment en train de jongler entre tout ça. C'est pour ça qu'on était une des villes à ne pas se positionner sur le 100% bio, local, etc. Et moi, je veux garder quelque chose de non local, on va dire, administrativement. Par contre, dans les 60%, c'est Bretagne et Normandie, etc. Grand Ouest, ok.
Eh ben, très bien, merci beaucoup pour tous ces éléments. Il y a encore un certain nombre de questions voilà, qui on ne pourra pas répondre là tout de suite, mais qu'on a bien pris en note et auxquelles on répondra par la suite. Merci à vous, Madame Cuchel, pour votre témoignage. Et du coup, je vais passer la parole à Monsieur Laporte et Monsieur Rouault, qui sont... hop, je passe la diapo. Ok, Voilà, je vous laisse la parole, c'est bon? ok. Bonjour Ok, à toutes super. et à tous. La commune de Plérin, donc une commune d'un peu moins de 15 000 habitants, hein. Voilà, une commune de quartier également, avec des écoles, 6 écoles implantées dans ces différents quartiers. De dire une des priorités de la nouvelle équipe qui avait été élue en 2008, c'était de proposer des repas de qualité et de se fournir auprès de fournisseurs bio et locaux. Alors au départ, on a été surpris puisque on a retrouvé une cuisine centrale en mauvais état, on a dû entreprendre des travaux d'urgence, hein, puisque je ne dis pas qu'une fermeture était envisagée, mais ça aurait été possible. Premiers travaux qui n'ont pas été suffisants, nous avons dû faire le choix de lancer un projet plus global, hein, en restructurant complètement la cuisine centrale et ses cuisines satellites. Alors, pour un investissement, je crois, c'est environ d'un peu plus d'1 million 200 000, je crois. Voilà. Cette rénovation, bien sûr, a permis d'améliorer le confort, en tout cas, des agents qui travaillent en son sein. Et puis également, toujours notre volonté de développer le bio et le local, hein. Donc aujourd'hui, c'est 1300 à 1400 repas qui sont servis dans les écoles, les 6 écoles, les EHPAD, les centres de loisirs et aussi le portage à domicile, hein. La part du bio, on en est à peu près aux environs de 35% aujourd'hui, hein, pour 275 000, un peu plus de 275 000 repas servis. Allez, 2000, vers les années 2010, la ville de Plérin a été à l'initiative d'un groupement d'achat bio sur l'agglomération, hein. Une des actions était de soutenir, en tout cas dans le cadre de notre agenda 21, soutenir le développement de la filière bio. Pour en tout cas y parvenir, on a fait appel à l'appui de la maison bio, hein, locale, à la MAP 22, afin d'accompagner toutes les communes volontaires, hein, de l'organisation de leur demande, mais aussi accompagner les producteurs locaux pour répondre à la commande publique. Il y a eu différentes étapes, hein, une étude de faisabilité, et puis en 2013, 9 communes ont adhéré à un groupement de commandes. C'est la ville de Plérin qui pilote jusqu'à aujourd'hui ce groupement de commandes qui concerne aujourd'hui, en tout cas, il y a une quinzaine de communes, hein, sur les 32 communes de l'agglomération qui l'ont rejoint. Voilà. Aujourd'hui, on est en cours d'élaboration d'un PAT, hein. Il y a un COPIL qui a été qui travaille avec une adoption qui est prévue vers 2024. Voilà. Alors, je reviendrai sur deux ou trois points, mais je vais laisser mon collègue présenter les différentes actions qui ont pu être mises en place et qui sont en cours. Voilà. Alain Rouault, je suis responsable de la restauration municipale de la ville de Plérin et délégué départemental à Gorès sur les Côtes d'Armor. Si on peut définir un petit peu la ville de Plérin, c'est avant tout une équipe dynamique, hein. Ce sont, je pense, des élus qui sont à la tête de la collectivité et puis des professionnels derrière. On essaie de travailler, de bien travailler ensemble, de bien réfléchir pour le bien-être de nos convives que sont les scolaires, que sont les personnes âgées et le portage à domicile. Donc, nous, la première chose qu'on a mis en place en 2008-2009, c'était de trouver un groupement qui répondait aux demandes des élus. Et nous avons opté pour un groupement de commandes de Pro-Club, Valais. Et puis, à côté de ça, on avait aussi envie de travailler avec des producteurs locaux. Et dans un premier temps, on a fait du gré à gré avec
un sondage du gré à gré avec des producteurs, mais très vite, on s'est aperçu que autour de Plérin, les communes qui étaient autour de Plérin étaient dans cette même dynamique. Donc, on a associé nos idées et nos réflexions pour créer un groupement de commandes. Alors, c'était, comme dit Monsieur Laporte, c'était l'agglo qui était plus ou moins le décideur, mais comme elles n'avaient pas la compétence alimentaire, il fallait que ce soit une commune de l'agglo qui prenne cette tâche. Donc, ça a été Plérin. Donc, le groupement a vu le jour en 2011. Et là, on est en 2023, on est à 17 communes qui adhèrent à ce groupement d'achat. Donc, je trouve que, enfin, moi, c'est ce que je me dis, c'est qu'on a réussi une belle aventure qui va se poursuivre, je pense, en 2024. Et ça permet justement de cadrer le marché, que les producteurs aient une visibilité sur leurs investissements, et puis que nous, qu'on sache qu'on puisse avoir justement des produits pour proposer à nos convives. Donc la deuxième chose, ça a été aussi les formations de cuisiniers, parce que je pense que c'est important. Alors c'est bien d'avoir des marchés, des produits, mais derrière, il faut savoir les travailler. Et alors je tiens à parler justement des cuisiniers. Et je crois que nos professions, nos métiers, c'est difficile de trouver, et justement de plus en plus de trouver des professionnels, des bons professionnels. Et je tiens à dire que c'est vrai que la formation est importante, surtout au sein de nos structures. La troisième, c'est le matériel, nos locaux. Je pense que d'avoir des bons locaux, des beaux locaux pour travailler en cuisine, c'est important. D'avoir des locaux aussi pour nos restaurants scolaires, pour accueillir nos convives, c'est important également. Donc ça a été fait en 2014 avec la restructuration de la cuisine centrale et les aménagements de cuisine satellite pour le passage en liaison froide. Donc ça a été réalisé en 2014. Et ensuite, on a travaillé un peu sur l'accompagnement des enfants par le personnel de restauration, animation et Adzen. Donc 2016-2017, ça a été, on a mis en place une charte du temps méridien, et pour le bien-être des enfants. Donc actuellement, on est sur un service à table. Et donc, comment ce sont les enfants qui décident de leurs besoins. C'est-à-dire qu'ils ont des petits plats, et donc c'est eux qui se servent eux-mêmes. Et donc, nous, maintenant, l'agent de restauration n'est plus dans le service propre, il est aussi dans l'encadrement des enfants. Et pour cela, c'est difficile, parce que je pense que un agent qui a toujours servi, qui est obligé d'encadrer, ça se fait pas ça du jour au lendemain. Donc, du coup, là aussi, il y a eu des formations qui sont proposées au fil des années. Donc, sur cette partie-là, on a bien avancé. On a travaillé également sur le gaspillage alimentaire, à savoir que le gaspillage alimentaire, avant, pour réduire le gaspillage alimentaire, on pensait qu'il suffisait de diminuer nos quantités, et puis que les restaurants se seraient adaptés par rapport aux repas qui étaient envoyés. En fait, ça a été tout le contraire. On a revu, après un diagnostic, on a revu un peu notre réflexion, et actuellement, ce sont justement les agents de restauration, les référents de restauration qui proposent, qui nous demandent ce qu'ils ont besoin en quantité de plats. Et ça porte ses fruits, parce que le dernier diagnostic, on était à 45 grammes par enfant en déchets. Alors, les clés de la réussite, je dirais que oui, c'est une cohésion entre l'élu et les techniciens. Je crois que faut qu'on ait une bonne cohésion. Et pour nous, ça serait aussi une tripartie. C'est aussi avec la Maison de la Bio, parce que je pense que quelque part, la Maison de la Bio, c'est une interface entre les producteurs sur le marché de l'agglo, entre les producteurs et les collectivités. Je pense qu'un producteur, pour qu'il puisse répondre, il faut qu'il soit accompagné, parce que sans aide, de toute façon,
il a plus de mal pour remplir les documents. Donc ça, c'est créer une dynamique entre les collectivités et les producteurs locaux, hein. Apprendre à se connaître aussi, fonctionnement des uns et des autres. Je pense qu'un producteur ne connaît peut-être pas forcément nos fonctionnements, et puis vice-versa, nous aussi, un agriculteur, un producteur, on sait ce qu'il produit, mais on ne sait pas comment il le produit. Donc ça, je pense que c'est important aussi de savoir toutes ces choses-là. Et puis encadrer nos achats avec les producteurs, c'est ce que je vous disais, c'était accompagner les producteurs pour répondre aux besoins des collectivités. C'est aussi qu'ils aient de la visibilité pour leur investissement, et puis et voilà. Qu'est-ce que je puis dire d'autre? Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà bien complet. Je vois l'heure qui tourne. Je voulais rajouter un point quand même. C'est vrai que c'était aussi récemment, donc c'est vrai qu'on a échangé pas mal avec des maraîchers, entre autres, qui souhaitaient s'installer sur le territoire. Donc on a conventionné, du moins avec eux, hein, c'était une aide à l'installation, hein, c'est un partenariat, c'est des installations en plus sur le territoire de la commune, mais des communes de l'agglomération, et également là actuellement aussi avec un projet sur la commune. Alors c'est pas encore, on est en cours de discussion, mais qui devrait voir le jour également. Donc ça, c'est important. Et puis dire aussi, on avait organisé, on parle d'animation ou autre, mais on avait invité tous les producteurs de la restauration, en tout cas ceux qui étaient disponibles, à échanger. Et il y a eu pas mal de temps passé avec eux, et je pense que ça, c'est important de valoriser en tout cas le travail et les faire connaître, quoi. Ok, oui, effectivement, c'est intéressant. Et est-ce que, peut-être en question, le passage en liaison froide, du coup, ça a été une décision pour de passer de liaison chaude à liaison froide avec la nouvelle restauration? Disons, c'est-à-dire qu'il y a une chose, c'est que on était en liaison chaude pour le scolaire, on était en liaison froide pour le portage à domicile. Donc, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir qu'une seule liaison à gérer. Et puis même pour les cuisiniers, je pense que en fait, il y avait on faisait de la production et de la remise en température en même temps. Et c'est vrai que dans une cuisine, on a besoin du matériel toute la journée. Et de mémoire, je me souviens que les fours, il fallait attendre que la remise en température soit faite pour faire de la cuisson. Donc, c'était assez compliqué. Mais soit dit en passant, je pense que le débat liaison froide, liaison chaude, je pense qu'il y en a qui s'adaptent très bien avec la liaison chaude. Bon, nous, à Plérin, on a opté pour la liaison froide. Ok. Et ben on va s'arrêter là. Merci pour votre témoignage, très intéressant. Et puis merci à l'ensemble des personnes qui ont témoigné. Je pense qu'on a pu voir différents types de restauration, plus petites, plus grands, en gestion directe et puis en gestion concédée. Donc ça nous a donné un beau panel sur l'ensemble des départements bretons de ce qui peut être fait. Donc si on fait une synthèse grossièrement de ce qu'on a vu cet après-midi, on a vu d'abord que globalement les produits bio subissent un peu moins l'inflation, qu'il y a des outils disponibles et aussi donc dans cette catégorie-là des producteurs, des productrices qui sont prêts à livrer la restauration collective. Et puis vous avez pu voir un certain nombre de leviers qui servent à maîtriser son budget, et puis aussi des clés de réussite pour faire que le projet puisse aller dans la bonne direction. Et puis on reste à votre disposition sur chacun des départements. J'ai les contacts qui sont ici. Donc sur les Côtes d'Armor, c'est Maude Chabert. Sur le Finistère, c'est Cathy et Florence.
En Ille-et-Vilaine, c'est Pauline Cros. Et puis sur le 56, c'est moi-même, Emmanuel Follin. Voilà, donc on vous envoie le lien vers le replay et puis les questions-réponses auxquelles on n'aurait pas répondu pendant le webinaire. Merci à tous et puis à très bientôt.